Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast de Bogemag. Aujourd'hui, je suis avec Axel Bétan. Je ne sais pas si vous connaissez Axel, mais ça fait presque 20 ans qu'il porte des sacs de joueuses et de joueurs professionnels sur le tour. Je vais essayer de lui poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et savoir vraiment ce que c'est d'être un caddie et de penser comme un caddie. Axel, avant d'attaquer dans le vif, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire comment tout a commencé? Sur le tour en fait de façon professionnelle depuis 18 ans maintenant. J'ai commencé un peu à droite à gauche sur les Ladies European Tour et sur les Challenge Tours après avoir fait ma licence STAPS à l'université Paris 12 à Créteil. Et je voulais faire ça juste pour un peu voyager parce que j'aimais le golf. Au bout d'un an de voyage un peu à droite à gauche, je suis rentré à la maison en me disant qu'il fallait que je trouve un vrai boulot. Et j'ai eu un coup de téléphone de Raphaël Jacquelin qui voulait avoir un caddie français sur le tour à l'époque. Il n'y avait pas Ok. de français. Et il m'a demandé si je voulais faire un bout d'essai avec lui pour quelques semaines. On a fait quelques semaines, ça a été concluant. On a travaillé pendant 2 ans ensemble. Après, et puis après, j'ai dit, bah tiens, allez, je vais encore faire 2 années. J'ai fait avec Gonzalo Fernandez Castagno. Puis après, de fil en aiguille, ça fait 18 ans que je fais ce métier. Et j'ai commencé le golf quand je suis rentré à la fac en 98. Tout à fait. En fait, je voulais vivre un peu l'expérience de l'intérieur. C'est pour ça que je m'étais inscrit en tant que cadet local pour l'Open de France. C'est du Ladies European Tour qui était en région parisienne à l'époque. Ok. Et donc, j'ai été juste, je connaissais personne, je me suis présenté. Et voilà, ils m'ont dit, ah bah tiens, on est volontaire, tu peux faire caddie à une joueuse espagnole à l'époque, c'était. Et on a fait une bonne semaine, ça m'a super plu. J'avais déjà vu un peu à la télé comment on faisait la caddie, donc j'avais décidé de porter le sac et tout. J'étais comme un fou, hein, j'étais à bloc. Je disais rien, je restais dans mon coin. Et la fille a trouvé ça super sympa. Et comme j'étais en vacances, elle m'a dit, bah, si tu veux, la semaine prochaine, j'ai un tournoi en Autriche, je te paye le billet d'avion si tu veux venir faire une semaine de plus. Je fais une semaine de plus, puis après, je suis revenu en France, j'ai fait deux, trois challenges tours par-ci par-là. Mais c'était vraiment au début la passion de voir le sport de haut niveau de l'intérieur qui m'avait plu vraiment. Mais à quoi ressemble la semaine type d'un caddie? Une semaine type, c'est à peu près pareil pour tous les cadets du tour. En général, on voyage le lundi, on fait en sorte d'arriver le lundi dans la journée, on marche le parcours quand c'est un parcours qu'on ne connaît pas, on marche le parcours 18 trous le lundi pour vérifier le carnet de parcours qu'on achète sur place pour voir si tout est OK et par rapport aux spécificités de nos joueurs ou nos joueuses pour rajouter des annotations dessus. Le mardi, en général, on fait une reconnaissance, alors ça peut être 18 trous ou 9 trous, suivant si on joue le programme ou pas. Le mercredi, on fait le pro-am. Après, on enchaîne la journée, on enchaîne les jours de tournoi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sachant qu'en général, moi, j'aime bien faire, comme la majorité des cadets, quand on joue tard le vendredi, le jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, on aime bien marcher quelques trous le matin pour voir un peu comment réagissent les balles sur les greens ou s'ils ont changé des tees de départ, parce que chez les pros, il varie beaucoup les emplacements des tees suivant les attaques pour les par 3 notamment et des fois des petits par 4. Avec toutes ces heures sur le parcours, en reconnaissance, puis toi qui marches les différents trous, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité à jouer un pro-am? Les joueurs et les joueuses du top mondial jouent tous les programmes et du coup, eux, c'est un avantage énorme pour elles ou pour eux parce qu'en fait, ça leur permet d'arriver plus tard en tournoi. Nous, en général, du coup, on fait notre reconnaissance le mardi. Tournoi normal du circuit, si c'est pas un majeur ou un world event, en général, ils font même pas le reco. Ils font un peu de practice, un peu de putting le mardi et on fait 18 trous pendant le programme et ça nous sert de reco. Donc ouais, on s'en sert vachement c'est un peu comme une journée de reco, sauf que bon, on peut pas remettre de balles, mais comme on connaît le parcours des années précédentes, c'est pas trop un souci. Mais ça nous sert vraiment, on l'utilise vraiment comme une partie d'entraînement, sauf que c'est un peu plus ludique parce que on est avec des amateurs et souvent on peut discuter et on fait des rencontres qui sont super sympas. En général, les gens dans les programmes sont top. C'est vraiment sympa de jouer les programmes. Avec 20 ou 30 tournois par an, la vie de caddie n'est pas de tout repos et tu dois voyager très souvent. Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui nous écoutent pour voyager en toute quiétude? Moi, j'ai pas connu, mais il y a eu les vols où les classes éco à moitié étaient à moitié fumeurs, donc ça devait être l'enfer. Parce que moi, j'imagine déjà, moi, je fais presque 1,90 m. Donc, quand tu fais 13 heures ou 14 heures d'avion pour aller en Asie ou sur la côte ouest, déjà, bon, c'est pas super confort.
Donc j'imagine avant, quand c'était les anciens avions et tout. Maintenant, c'est vrai que ça a vachement progressé, mais bon, les voyages, nous, c'est vraiment le truc le plus pénible, quoi. Même pour les joueurs qui voyagent en business, déjà qu'eux, ils trouvent que c'est pénible. Mais alors nous, en éco, où on voyage en éco 80% du temps, bon, c'est vrai que c'est le côté pénible. Et puis les connexions dans les aéroports, ça c'est vraiment c'est les trucs que nous on a un peu de mal. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le truc qui a changé par rapport à avant, c'est qu'on peut tout faire nous-mêmes pour les réservations sur Internet, par notre téléphone ou en ligne. Et il y a une vingtaine d'années, enfin il y a une quinzaine d'années même, il fallait envoyer des formulaires pour s'enregistrer dans les hôtels, envoyer des fax, voir avec des agences de voyage pour les vols et tout. C'était pénible. Maintenant, c'est vrai que tout est instantané. On peut changer un billet en 2 minutes ou on peut faire une réserve de voiture de loc parce qu'on a oublié la veille avant de partir, quoi. Donc ça, c'est vrai que pour nous, l'Internet et la facilité de tout booker en ligne, ça a changé, ça a simplifié et changé notre vie pour l'organisation. Elle voyage avec son sac parce que pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a l'excédent de bagages. Et moi, je voyage avec. Aux États-Unis, ils ont toutes les choses. Elles ont des compagnies aériennes avec lesquelles elles voyagent fréquemment, donc elles ont des avantages que moi, j'ai pas parce que je voyage moins souvent intérieur des États-Unis qu'elles. Et donc, en fait, il y aurait un surcoût qui serait appliqué si je volais avec le sac de golf qui te fait quand même pas loin de 30 kilos quand il est Ok. chargé. Je le prends des fois quand on loue des voitures. Là, par exemple, je vais faire 3 tournois. Ça va être Phoenix, San Diego et Palm Springs. Je vais avoir une voiture pendant 3 semaines. Donc, il est probable que je garde le sac de golf avec moi pour faire entre les tournois. Mais bon, en général, c'est plutôt le joueur ou la joueuse qui garde le sac de golf avec elle. Mais alors, comment tu t'es retrouvé avec le sac d'Ikakim? Je me doute bien que t'es pas passé par mycaddie.fr pour trouver ton prochain sac. Quand on a arrêté avec Romain a partagé l'info immédiatement sur les réseaux sociaux. Et il y avait Karine Ischer qui joue aux États-Unis, qui a vu ça sur le compte Facebook de Romain. Et elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit voilà, il y a Ake Kim qui vient de se séparer de son cadet. Elle cherche quelqu'un. Elle voudrait savoir si tu es dispo. Donc, bah, je leur ai envoyé éventuellement. Et donc, une demi-heure après, elle m'a appelé, Ake Kim m'a appelé en FaceTime. Et elle m'a dit voilà ce que j'attends. Est-ce que tu es libre pour les 8 prochaines semaines? Et puis 3 jours après, je prenais l'avion. Elle m'a dit voilà, je vais jouer 8 tournois sur les 10 prochaines semaines. Dedans, il y a 2 majeurs et je veux que tu t'engages à être avec moi jusqu'au British Open minimum. Je me suis engagé et elle m'a fait une proposition. On a discuté financièrement. Elle m'a fait une proposition financière que je pouvais pas vraiment refuser, que j'ai dit oui tout de suite, quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est quand même hallucinant l'écart d'investissement sur les entraîneurs et les caddies que font les joueurs et les joueuses aux États-Unis par rapport à notre culture en Europe. Avec presque 20 ans d'expérience, comment tu définirais le rôle du caddie et jusqu'où cela peut aller? Le rôle du caddie est important, mais on lui donne pas toujours, je pense, on le rémunère peut-être pas toujours à la hauteur de ses capacités ou en tout cas à hauteur de ce qu'il rémunère aux États-Unis. Donc ça, c'est la première chose qui m'avait surpris. Allez, Axel, dis-nous en plus un peu sur les négociations. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, elle me dit qu'est-ce que tu en penses, comment tu vois notre arrangement financier. Donc moi, je lui fais une offre, disons, déjà, je mets la barre un peu plus haute en me disant, bon, je vais essayer d'obtenir plus. Et là, elle me dit, ah bah non, moi, je pense pas que ce soit suffisant. Moi, je pense que je vais te donner ça et ça. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord. Elle me dit, on commence comme ça et après, on verra pour augmenter. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc, moi, j'ai aucune réalité des tarifs qui sont pratiqués aux États-Unis. Donc, en gros, c'était une fois et demie plus que ce que me donnait Romain à l'époque sur l'European Tour. Donc, je pense qu'elle a toujours eu des cadets qui ont pratiqué ces tarifs-là et au bout d'un moment, quand tu veux avoir les meilleurs cadets, il y a un rapport offre-demande qui fait que bah, les prix, en haut, il n'y a pas trop de cadets qui peuvent avoir les compétences peut-être qu'elle recherchait à cette époque-là, même si elle ne me connaissait pas et elle s'est dit bah, c'est la tarification normale, donc je vais l'appliquer. Vu de Au-delà des détails financiers, comment tu définirais un peu la relation d'un caddie et de son joueur? C'est vrai qu'on voit de plus en plus, voilà, du jour au lendemain, la relation s'arrête au bout de 20 ans ou encore après une victoire en majeur, ça y est, c'est fini, la relation s'arrête. Comment tu définirais cette relation? l'extérieur, c'est presque incompréhensible la relation d'un joueur et d'un cadet parce qu'en fait, faut bien comprendre que
pour qu'un joueur joue bien, il faut que le cadet soit content et que le joueur soit content pour que la relation soit bonne pour les deux. C'est-à-dire qu'un joueur n'a aucun intérêt à garder un cadet qui veut pas avoir, et un cadet a aucune raison de rester avec un joueur avec qui il veut pas être, parce qu'il faut que les deux soient totalement impliqués dans l'aventure collective, sinon ça fonctionne pas. Et des fois, il y a certains joueurs qui, par bienveillance envers leur cadet, disent bah non, je vais encore le garder un peu, je sais que ça marche pas trop, mais bon, il m'a tellement aidé, etc., etc. Et en fait, c'est rendre service à aucun des deux, parce qu'en fait, quand on fait ça, les résultats viennent pas, et on est tous là au bout d'un mois. À l'arrivée pour gagner notre vie, et c'est professionnellement on peut pas se permettre de faire ces choses-là. Quand un joueur se sépare de son cadet, c'est aussi bénéfique pour le joueur que pour le cadet, et inversement, parce qu'en fait la relation c'est elle est plus de qualité, et on peut pas tirer le meilleur du jeu du joueur, et du coup c'est pas pérenne quoi. C'est un métier où on est payé qu'au résultat. C'est-à-dire, c'est le seul métier. Aujourd'hui, dans notre société française, c'est un peu difficile de voir, de comprendre ça. On est un peu dans une société où on voudrait que l'État nous rémunère à chaque fois qu'on fait quelque chose. On est quand même dans un cycle assez aidé, nous, en Europe. Et là, il faut quand même penser que le cadet et le joueur, ils gagnent zéro s'ils passent pas le cut. C'est-à-dire que si on enchaîne 5 cuts de suite, c'est zéro en banque pour les deux en ayant travaillé pendant 5 semaines. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent accepter ce genre de choses. Donc c'est pour ça que les décisions, elles se font en bonne intelligence, parce que tout le monde est là pour gagner sa vie. Donc si pendant un mois et demi, personne gagne d'argent, les décisions, elles sont obligées d'être prises pour qu'il y ait une rentabilité dans l'activité, hein. Aujourd'hui, avec 20 ans d'expérience, qu'est-ce qui te motive encore tous les jours? Ce qui est clair, c'est que c'est sûrement pas les voyages, ça c'est sûr, ça c'est clair. Euh, Aujourd'hui, ce qui me motive, il y a deux choses. Bon, premièrement, c'est les rentrées financières. Je vais être honnête, hein, aujourd'hui, voilà, c'est la motivation, c'est l'un des paramètres les plus importants. Et deuxièmement, c'est le partage d'une aventure professionnelle et sportive avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'on travaille dans l'intimité du haut niveau, c'est-à-dire qu'on échange à un niveau de confiance l'un avec l'autre, avec les entraîneurs en équipe, on travaille en équipe, et c'est super intéressant de développer dans un projet sportif qui pourrait être comparable à l'entreprise, mais créer quelque chose sur le moyen et long terme qui est super intéressant. Et quand on travaille tous ensemble, c'est vraiment génial. L'aventure humaine, l'échange humain, c'est top. Pour ça que moi, quand j'avais commencé ma relation avec Romain, à l'époque, il était amateur, c'était génial, parce que quand je l'avais rencontré, lui, son père, et avec Benoît, on avait tous discuté, on avait tous échangé. Bah, il y avait cette alchimie qu'il y a dans les relations humaines, qui fait qu'on a envie de monter un projet ensemble. Donc c'est ça, vraiment la motivation, c'est cet échange des relations humaines qui font qu'on va créer un projet, qu'on a une vision à moyen et long terme, et qui fait qu'on construit tous ensemble avec nos compétences combinées un résultat. Parler ici de l'entraînement, est-ce que tu as un rôle à jouer vis-à-vis de la relation entre le coach et le joueur? Normalement, nous, on n'est pas normalement, on est le relais du coach, dans le sens où on applique ses directives. C'est-à-dire qu'en général, en tournoi, elles ont ou ils ont des choses à faire. On veille à ce que ça matche avec le planning et les choses qu'il y a à faire dans la journée, pour qu'il ait le temps de travailler tout ce qu'il a à faire. Ou sur les reconnaissances, par exemple, des fois, on a des choses spécifiques à mettre en place pour qu'il travaille certains secteurs du jeu, sur le putting ou sur les mises en jeu, par exemple. À la base, l'entraînement, c'est vraiment le secteur qui est géré par le coach. C'est le coach qui dirige. Nous, en tant que cadet, on fait souvent des stats. Donc moi, je fais un rapport de stats après tous les 2 ou 3 tournois, quand on part pour les séries. Je fais un rapport de stats au coach de hockey. Je lui envoie un truc de stats, et il me demande un peu le ressenti que j'ai. Et puis après, ils adaptent les choses à travailler pour les semaines à venir, suivant ça. L'entraînement, c'est l'entraînement, mais sur le parcours, comment tu gères ton joueur, même s'il y a un mauvais coup ou un bon coup? En général, on essaye d'analyser les choses avec objectivité, c'est-à-dire
d'éviter de juger, c'est-à-dire genre de dire ah bah non mais c'était quand même un bon coup ou c'était un mauvais coup. On essaie juste de relativiser parce que souvent quand on part dans une spirale négative, c'est qu'en fait on n'est plus objectif sur les choses qui se passent. Parce que des fois il met derrière le green et il dit attends c'est catastrophique, je suis mort et tout. Et là tu lui dis mais non mais ça va, le drapeau il est à 12 du fond, t'as 12 de green pour te chipper, ça va aller, t'as un peu de place. Et puis bon, il y a des moments quand c'est vraiment la spirale négative, il n'y a rien à dire, hein. Tu te tais, tu fais en sorte qu'il s'hydrate bien, qu'il continue à manger et tu laisses passer l'orage. Et puis après, une fois que lui, il recommunique de façon objective, on recommunique normalement. Mais il y a des moments, malheureusement, quand c'est vraiment ça se passe mal, parce qu'il y a tout le en dehors du golf, hein. Des fois, il n'est pas luné pour bien jouer au golf. Des fois, ils n'ont pas envie d'être là, ça arrive, hein, parce que quand on joue 30 tournois dans l'année, bah, c'est difficile à comprendre pour nous qui jouons le week-end et qui sommes contents d'aller au golf, mais des fois, ça leur est pénible de faire des tournois qui sont dans certains pays. Bah, ils n'ont pas spécialement envie d'y aller, mais ils doivent y aller pour garder leur carte ou quoi que ce soit. Et ils sont dans des états d'esprit qui ne sont pas spécialement parfaits pour jouer au golf. Donc il faut accepter aussi que c'est des êtres humains et que par moments, ils peuvent s'énerver, ils ne sont pas objectifs. Bon, il faut laisser passer l'orage. Et puis, s'ils ont besoin de soutien, ils savent qu'on est toujours là pour les aider. Ouais, ça doit pas être facile. Et pour toi, quelles sont les véritables qualités d'un caddie sur le parcours comme à l'extérieur? Il faut être patient et à l'écoute, je pense. Après, il n'y a pas de formule spéciale. Je pense qu'on est un peu plus d'aide quand c'est un peu chaud au World Event à Singapour, là, le HSBC, chez les filles. Et je cadayais pour cette jeune chinoise qui est un peu le nouveau talent chinois. Une fille adorable. Ça se passait très bien sur le parcours, mais à un moment, elle a commencé à enchaîner deux, trois mauvais coups. Elle a voulu rattraper. Et on arrive sur un trou où là, elle me dit bah voilà, je vais jouer le coup de 100 mètres. Et là, je lui dis, non, tu peux pas. Je dis, minimum à carrier, c'est 101 avec le vent. Elle me dit, ah bah oui, je me rendais pas compte, hein. Et en fait, nous, on va jamais interdire de jouer un club ou de faire quelque chose. On va simplement rationaliser en disant, bah voilà, voilà les chiffres. Donc tu peux pas jouer court ou tu peux pas jouer long parce que les chiffres sont tels que sont ceux-ci. Donc c'est pas cohérent. Et là, ils se rendent compte de l'incohérence du raisonnement et du coup, on reprend un raisonnement objectif. On fait toujours en sorte qu'à la fin, le joueur ou la joueuse soit intimement persuadé que c'est lui qui a fait le choix. C'est ça le plus important. C'est qu'à la fin, il verbalise en disant bon, bah alors d'accord, je vais jouer ce coup-là. En ayant quadrillé des hommes et des femmes, que penses-tu des initiatives comme le Jordan Mix Master où les hommes et les femmes jouent en même temps pour le même titre sur le même parcours? Honnêtement, je ne sais pas du tout. Pourquoi pas, mais il faut savoir, pour exemple, que si on regarde les résultats, alors le golf masculin est bien plus impressionnant et bien plus télégénique que le golf féminin. Il faut être honnête, c'est beaucoup plus impressionnant. Par contre, il faut savoir que les filles scorent en rapport des parcours qu'elles affrontent, elles scorent beaucoup mieux que les hommes. Pour ça, j'ai un exemple. La moyenne d'un deuxième coup d'un joueur du PGA Tour il y a 5 ans, ils avaient fait, ou il y a 4 ans, la moyenne du deuxième coup sur un par 4 d'un joueur du PGA Tour, c'est il utilise un fer 9. Alors que le deuxième coup d'une joueuse de l'AL PGA Tour sur un par 4, c'est un fer 6. Donc tu imagines que les parcours, globalement, en fait, en rapport, sont beaucoup plus longs et beaucoup plus difficiles pour les filles en fait, à scorer. Et moi, qui ai cadayé une fille qui tape moyennement fort et qui a quand même gagné un majeur, et c'est souvent qu'on a des hybrides en deuxième coup sur des par 4, hein. Et donc, je sais pas, ça va être très difficile. Je pense que c'est difficile de trouver le ratio pour pour avoir un même classement, en tout cas, pour les faire jouer ensemble, pour créer des boules qui soient un écart entre les départs qui puissent assurer une équité dans le résultat. Ça va demander beaucoup d'expérimentation. Parce qu'après, si les filles sont trop près, elles vont scorer bas, on va dire, ah bah oui, mais elles partent de devant. Et puis, si on les met un peu plus loin, elles vont se retrouver avec des obstacles qu'elles ne pourront pas passer. C'est un exercice qui est assez délicat. Par contre, de faire jouer comme ils ont fait au Victorian Open, là où a gagné Céline Boutier, Oui. d'alterner les deux des groupes de garçons et de filles sur deux classements différents, mais sur le même parcours, ça, je trouve ça parfait parce que ça mélange les femmes et les hommes sur un même événement, mais il y a deux classements distincts. En tenant compte de tes remarques, est-ce que tu penses que ce genre d'initiative va se développer dans le futur ou est-ce que c'est juste de la poudre aux yeux?
Je pense que les hommes sont pas prêts. Cas en Europe soit prêt à ce genre de et moi je le comprends. Je le comprends aujourd'hui, l'économie est quand même assez difficile pour le golf en Europe et pour le circuit européen, autant féminin que masculin, même si masculin c'est moins catastrophique. Mais bon, aujourd'hui, c'est difficile de dire bah tiens, je vais te donner un petit peu de mes dotations ou de mes sponsors pour faire un tournoi féminin. Alors que bon, les tournois, quand il y a plein de tournois, 1 million et demi sur l'European Tour, c'est pas des très gros tournois. Donc, je pense pas qu'il y ait, à court terme, je pense pas qu'il y ait la place pour les deux. Mais bon, après, j'espère me tromper, hein. Et je trouve que c'est vachement plus pédagogique et pour les amateurs de voir jouer des joueuses professionnelles, c'est beaucoup plus proche de leur jeu. Donc forcément, c'est plus intéressant. Mais je ne sais pas si les sponsors sont capables de les suivre parce que c'est pas du tout le même produit en fait, c'est deux produits différents. Il faut pouvoir bien vendre le produit et quand tu as deux produits aussi différents que ça, avec deux spécificités totalement différentes, un même sponsor, c'est difficile qu'il sponsorise une compétition avec des filles et des garçons. Ok, maintenant prenons un peu de recul. Avec toute cette expérience, qu'est-ce qui a évolué le plus selon toi au cours de ces 20 dernières années dans le golf professionnel? Parce que vraiment, le matériel, c'est dingue, quoi. C'est un peu comme en ski, hein, les skis parallèles. Moi, ma femme, elle a fait du ski pour la première fois il y a quelques jours. Je veux dire, nous, quand on a appris on faisait des fautes de quart, on tombait direct. Maintenant, tu te penches, tu tournes direct avec les skis parallèles. Donc, parabolique, pardon. Donc là, c'est pareil au golf. Le matériel, il a quand même énormément aidé. Surtout, en fait, il a aidé dans la tolérance des clubs qu'on peut jouer. Les hybrides qui sont arrivés, la qualité de la balle qui bronche presque plus dans le vent. Le matériel, c'est une énorme révolution. Après, il y a l'accès aux connaissances et le partage des connaissances qui fait que tous les joueurs et toutes les joueuses sont beaucoup plus prêts beaucoup plus vite, beaucoup mieux préparés. Et ça c'est je pense que la maturité golfique maintenant, elle est entre 23 et 25 ans, alors que je pense qu'avant, c'était facile au-dessus de la trentaine. Toutes les méthodes d'entraînement, tout l'accès à la technologie, Trackman, FlightScope ou des choses comme ça qui ont apporté un feedback immédiat sur l'entraînement qui est beaucoup plus productif. Donc on apprend plus vite, on se professionnalise de plus en plus tôt. On a tous la pratique physique, l'entraînement physique fait partie intégrante du sport du golf. Donc les joueurs et les joueuses tiennent facilement 2, 3, 4 semaines de suite. Avant, il n'y avait pas tout ça. Donc ça, toute cette innovation technologique, que ce soit dans le matériel ou dans la préparation, c'est vraiment hallucinant, quoi. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus impressionnant. Les avancées technologiques ont ce côté négatif qu'on voit beaucoup moins de coups créés, des coups standards, et on a beaucoup moins de créations, comme j'ai vu sur des anciennes vidéos de Ballesteros ou quoi, avec des balles ATA ou des bois en persimon. Bah, c'est sûr que le résultat était un peu plus aléatoire, donc il fallait un peu plus créer, il y avait un peu plus de coups originaux, et je trouvais ça un peu plus surprenant. Alors, on peut pas revenir en arrière, mais c'est vrai que on a peut-être un peu perdu cette magie vu que tout est calibré au millimètre près. C'est un peu comme l'entretien des parcours. Quand on voit l'entretien des parcours avant, bah, l'été, les fairways étaient grillés, hein. Maintenant, il n'y a aucun fairway. Quand on regarde les parcours à la télé, il n'y a aucun fairway qui est abîmé ou green. C'est très rare qu'il soit pas en état parfait. Il y a ce côté un peu, je dirais, peut-être un peu aléatoire du golf qui est en train de disparaître parce qu'on veut tout standardiser. Donc ça, c'est un peu dommage. C'était peut-être aussi une des philosophies qu'il y avait au début du golf, de créer des golfs un peu avec des spécificités un peu particulières, un peu à droite à gauche. Maintenant, quand on joue la LPGA ou le PGA Tour, tout est standardisé à la hauteur du rough, la vitesse des fairways et la vitesse des greens d'une semaine à l'autre, c'est tout pareil. Donc c'est vrai que ça enlève un peu de charme dans l'identité même du golf qui est de s'adapter à chaque coup qu'on va avoir à jouer. Là, c'est quand même beaucoup de coups standardisés du fait que tout est calibré, quoi. Aujourd'hui, comment tu vois ton avenir professionnel? Est-ce que tu as envie tu dois continuer encore plusieurs années? Est-ce que tu as envie d'arrêter? Est-ce que tu as envie de suivre un peu le chemin de la reconversion professionnelle comme ta femme est en train de le faire en ce moment? Je pense honnêtement à la reconversion. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai monté ma page Facebook et mon compte Instagram Penser comme un caddie, parce que je veux commencer à partager mon expérience en fait et transmettre à travers des journées
pour les équipes, pour les gens en individuel ou pour le golfeur du week-end. Transmettre tout ce que j'ai appris et tout ce que j'utilise en tant que caddie pour qu'ils se l'approprient pour leur propre jeu, pour améliorer leur propre jeu. Et tout ça dans un but à long terme, c'est d'avoir une valeur sur le marché du travail en ayant créé un produit pour que je puisse trouver une reconversion dans une boîte ou dans un boulot. Je pense que je vais encore que c'est une partie de ma vie, le golf, que ça a été 100% de ma vie et que c'est 100% de ma vie depuis presque 20 ans maintenant. Mais que voilà, on a envie d'avoir une famille avec ma femme et voyager beaucoup, c'est énormément d'exigences, le haut niveau, notamment ces dernières années. On peut pas, c'est pas des choses qu'on peut faire à moitié. Et je pense pas que je garderai l'envie et la passion intacte encore très longtemps. Et comme je veux faire les choses correctement, je m'orienterai vraisemblablement vers quelque chose d'autre. Et puis j'ai juste envie de me challenger et de me mettre, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles compétences, de nouveaux domaines. Ça peut être dans le sport, ça peut être en dehors du sport, je sais pas, mais j'ai envie de recréer toute la stimulation que j'ai eue pendant 20 ans pour progresser. Et je continue encore aujourd'hui d'apprendre tous les jours de mon métier, mais de vraiment recommencer quelque chose de nouveau. Ça me plairait. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, j'ai fait une journée pour un jeune qui joue des grands prix avec qui j'ai fait cette journée pensée comme un caddie. Et c'était super intéressant d'échanger, de partager avec lui, de lui donner mes points de vue et mes astuces et comment je gère le parcours. Et lui, ça l'a enchanté et j'étais vraiment ravi de transmettre. J'ai toujours aimé partager et transmettre ce que je fais depuis quelques temps. Et donc là, c'était vraiment super. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça à moyen terme. On verra. Merci à Axel d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'espère que cela vous a donné envie d'en savoir plus sur le métier de caddie. En attendant, n'hésitez pas à suivre ses conseils sur Facebook et Instagram Pensez comme un caddie. Vous trouverez les liens dans la description du podcast. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker ou à me le dire dans les commentaires ou encore à vous abonner. Le podcast est disponible sur SoundCloud, iTunes, Spotify et aussi la chaîne YouTube Bogey Mag.